Nous abordons une série de 3 CM qui ont comme base de travail le sujet que nous vous proposons. Enseigner est une activité complexe qui nécessite de nombreux choix. Mais qu'en est-il aujourd'hui en éducation physique et sportive? Le CM numéro 7 abordera plus particulièrement la complexité du métier d'enseignant à travers les différents rôles qu'il occupe dans la séance. Le CM numéro 8, lui, traitera plus particulièrement de l'exercice du choix dans la complexité de la tâche. Et enfin, le CM numéro 9, lui, abordera la complexité du métier à travers les différentes formes de médiation qui vont permettre de guider les apprentissages des élèves. Dans ce CM7, nous suivrons le plan suivant. D'abord, après une brève introduction sur la complexité du métier. Dans un premier temps, nous aborderons les difficultés à articuler les différents paramètres de l'école et de notre discipline, le PS. En particulier, comment l'enseignant parvient à trouver un compromis dans un contexte de dilemme. Dans un deuxième temps, nous verrons les complexités en EPS. Nous verrons que ce sont des richesses, mais nous verrons que toute caractéristique peut avoir des valences positives et des valences négatives. Dans un troisième temps, nous verrons que cette complexité prend aussi tout son sens en fonction des contextes d'enseignement, en particulier à partir des travaux de Marc Durand. Et enfin, dans un quatrième temps, nous verrons comment toute décision se prendra par rapport à des fonctions et des valeurs. Ici, dans la première diapo, l'exercice d'enseigner et la complexité. Vous voyez une citation de Didier de Lignières, très simple. Un pilote compétent doit savoir décoller, naviguer et atterrir. S'il sait seulement décoller, il n'est pas au tiers compétent, il ne l'est pas du tout. On comprend aisément. Ainsi, l'exercice d'enseigner ne s'est pas assemblé à partir de composantes élémentaires et il est dès le départ complet. Cet exercice, il contient les germes de l'ensemble de ses composantes essentielles. C'est au cours de l'évolution de l'expertise du professeur dans son histoire qu'il va apporter au fil de son expérience des éléments constitutifs de cette compétence à enseigner. Il va apporter sophistication, pertinence. Il existe des événements dans le cours de l'action qui font que l'on a beau créer une dynamique, et malheureusement, on va voir l'activité s'estomper, s'endormir. Les élèves vont plus fonctionner. Donc ainsi, il ne suffit pas de planifier, d'inscrire sa séance sur un document, d'installer au millimètre les ateliers, les parcours pour garantir le bon déroulement des apprentissages. Il s'agira pour l'enseignant d'articuler de multiples paramètres. Ils peuvent s'exprimer ces paramètres autour du triangle pédagogique que vous connaissez. Du point de vue des élèves, eh bien, il y a déjà le niveau de moteur des élèves et le niveau de développement de ces élèves qui va jouer. Deuxièmement, il y a leur rapport au savoir, le sens qu'ils attribuent aux actions qu'ils vont entreprendre. Du point de vue du savoir en éducation physique, il y a d'une part les attentes institutionnelles qui jouent un rôle important, les apprentissages en éducation physique et aussi la part des interactions. Et puis enfin, du point de vue de l'enseignant, il y a sa position. Il endosse différentes casquettes, cet enseignant, dans la leçon de PS. Son niveau d'expertise, qui est très important. Et puis le type d'apprentissage, d'approche de l'apprentissage qui est mis en œuvre. Et là, ça fait référence aux 5 précédents CM que vous avez eus. Enfin, donc, face à la complexité du rôle, où l'enseignant est confronté à de multiples paramètres, un auteur tel que Marc Durand, en 1996, nous propose 3 aspects. Il nous propose d'une part d'envisager une conception, c'est-à-dire avant, pour prendre des initiatives. Ici, dans ce cas-là, la difficulté majeure, pour l'enseignant, ça sera d'analyser et de choisir. Deuxième aspect, ça sera de mettre en œuvre, c'est dirons-nous pendant. Et ici, pendant l'action d'enseigner, la difficulté majeure, c'est montrer une réactivité dans ces actions. Troisième aspect, pour finir, c'est, Marc Durand nous dit, il s'agira d'être capable de remédier, c'est-à-dire après pouvoir ajuster. Et ici, la difficulté majeure sera une régulation à partir d'éléments de surface, tels que par exemple l'ordre, tels que par exemple le plaisir d'agir, la satisfaction de l'élève. Bien, dans un premier chapitre, parler de la complexité du métier d'enseignant, c'est parler de l'articulation de paramètres majeurs. Dans un premier temps, qui sont les visées de l'école, fixées par le texte de 1997 sur l'émission du professeur. Ainsi, son premier rôle sera d'instruire,
c'est-à-dire de faire apprendre, c'est de donner des connaissances. Son deuxième rôle, ça sera de former et c'est organiser des stratégies éducatives où l'élève acteur va confronter ses représentations à celles des autres, hein, par exemple le former au métier de délégué dans la classe. Et puis enfin, il y a la troisième rôle important, c'est d'éduquer. Et éduquer, ça équivaut à socialiser, à faire entrer dans la vie, associer, assurer le développement et l'intégration des enfants dans une société. Alors derrière ces trois rôles, il y a l'éducation à la citoyenneté finalement, et qui devrait aujourd'hui se concrétiser par la transmission d'un socle commun, un socle culturel commun, qui favorise l'intégration sociale. Ainsi, face à la complexité de nos missions, eh bien, il y a actuellement une consultation nationale qui demande de valider 5 domaines du socle commun. Et ces 5 domaines sont, dans le premier cas, le langage pour penser et communiquer. Deuxièmement, la formation de la personne et du citoyen. Troisièmement, l'observation et la compréhension du monde. Le quatrième domaine, les représentations du monde et l'activité humaine. Et enfin, le cinquième domaine, eh bien, il s'agit des méthodes et des outils pour apprendre. Le problème qui sera posé au professeur d'éducation physique, c'est comment parviendra-t-il à porter sa pierre à l'édifice pour enrichir chacun de ces 5 domaines qui seront proposés dans le nouveau socle commun. Ainsi, articuler les finalités de l'école ne sera pas simple. Et pour illustrer cette idée, on pourra citer Hannah Arendt qui nous dit « L'éducation n'est pas la transmission d'un contenu en tant que tel, mais surtout la transmission de la capacité à transmettre à son tour. » Alors de même, l'enseignant d'EPS devra aussi savoir articuler les visées de l'EPS, en l'occurrence les finalités que vous connaissez. Du point de vue du développement des qualités physiques, il devra être attentif au niveau de développement des enfants, ne pas commettre d'erreurs. De même, il faut être très attentif à la culture spécifique de l'APS. Par exemple, dans le cas de la course en relais, il faudra penser nécessairement le contexte, un contexte de défi. De même, il faudra penser la compétence centrale visée dans cette activité de relais, et en même temps, il faudra penser les critères essentiels. De même, concernant la gestion de sa vie physique, l'enseignant sera soucieux de travailler sur les idées de projet, mais mettre en place une collaboration motrice pour un but commun, et en même temps permettant à chacun de s'exprimer de manière singulière. Que l'élève ait connaissance du résultat et d'un principe pour réussir. Et enfin, lui faire repérer que tel principe, qu'on aura matérialisé, est valable ailleurs, est transférable. Mais pour conclure sur ces différents rôles de l'enseignant, ces différents paramètres qu'il doit articuler, tant ceux de l'école que ceux de la discipline éducation physique et sportive, il y a des tensions qui existent dans le métier, qui font la richesse, disait Didier Delinière tout à l'heure, et ces tensions sont à étudier. Alors Philippe Pernoud, en 1993, emploie le terme de paradoxe, alors que Marc Durand, lui, en 1996, nous parle de dilemme. On pourrait définir un paradoxe ou un dilemme comme une tension entre deux buts poursuivis de manière simultanée. Alors vous avez donc des exemples de dilemmes ici: contraindre, émanciper, faire jouer, faire apprendre, gérer, enseigner, faire agir, faire réfléchir, fédérer, différencier. On peut prendre un de ces exemples-là et l'appliquer à un contexte particulier d'enseignement, voir comment, par exemple, dans un dispositif, dans une APS, on parvient à faire agir les élèves et simultanément on les amène à réfléchir sur leurs actions. Alors ici, dans ce tableau, Lampert, en 85, définit plus précisément les dilemmes et il dit simplement les dilemmes sont par essence personnels. Ils constituent le développement dynamique et subjectif d'un engagement au monde basé sur la perception d'orientation contradictoire. Ils sont permanents et insolubles. Ils constituent le cœur de l'action humaine, marqué par de nombreux conflits intrapsychiques. De plus, Durand, en 1996, nous permet de classer les dilemmes. Si on prenait nos exemples qu'on a présentés précédemment, il y a des dilemmes, selon Durand, qui seraient entre les différents objectifs éducatifs. D'autres dilemmes sont entre des objectifs éducatifs et des conditions d'enseignement. Une autre catégorie de dilemmes serait entre les conditions d'enseignement et les exigences des situations d'apprentissage.
Alors si je vous ai construit ce petit tableau, c'est pour vous inviter à approfondir l'idée de ces dilemmes à travers les travaux de Luc Rias, Carole Sève, Marc Durand et Jacques Saury. En 2001, ils ont mené une enquête sur les enseignants débutants et sur les dilemmes des enseignants débutants. Et ils distinguent deux familles de dilemmes. Une famille de dilemmes qui a un caractère plutôt cognitiviste et qui est traitée comme telle, et d'autre côté une famille de dilemmes qui a un caractère situationniste. Ces dilemmes-là émergent des situations, et donc ces deux approches foncièrement différentes nécessitent que vous alliez jeter un petit œil du côté de cette enquête qui, à mon avis, est plutôt intéressante. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons interroger comment cette complexité en EPS peut être porteuse d'éducation et d'adaptation au monde. Et là, l'idée centrale, principale qu'il faut retenir, c'est que toute caractéristique peut avoir une valence positive ou négative selon les cas. Si l'on prend l'exemple d'une situation défi, euh, positif comme ingrédient ludique, bien sûr, surtout par rapport à soi, mais négatif aussi, car il suscite comparaison et évidemment conflit. Donc ici, on a l'ambivalence de cette situation, ce qui implique pour nous d'être extrêmement vigilants dans l'utilisation de ces caractéristiques. Les choix que nous faisons entraînent ces contradictions par rapport aux objectifs éducatifs. Ils stimulent d'une part, et en même temps ils inhibent. Bien ici, la situation de montée-descente hein, ou de qui perd sort, eh bien, sont des situations qui ont à la fois un versant positif pour l'élève et en même temps un versant négatif. Oui, ces dispositifs sont positifs car ludiques, valorisants par rapport à soi, mais négatifs car il y a une comparaison, il y a une exclusion, il y a des conflits qui vont naître à l'intérieur, il y a la tyrannie quelque part du dispositif qui est présent. L'élève est censé faire partie du groupe, mais en même temps il n'est pas dupe. Il sent bien que par rapport aux autres, il y a une dimension d'exclusion quelque part qui est latente. En conséquence, pour pallier à ces phénomènes, il nous faudra nous montrer très très vigilants. Vigilants dans l'utilisation de ces caractéristiques, ne pas se tromper. Les caractéristiques en EPS pour lesquelles nous devons être vigilants suivant le type d'APS seront les actions motrices, d'une part, la forme d'approche des actions motrices, ne pas se tromper. Le basket est peu riche en habileté fermée, donc activité de déplacement avec incertitude. Être attentif à ça. Deuxièmement, le groupe, est-ce qu'il s'y joue hein, entre ce qui se passe en danse, dans les groupes, il y a des tensions qui vont apparaître, il faudra choisir judicieusement les formes de groupement. De même, il faut être extrêmement vigilant sur les espaces d'évolution, à penser, à construire, réajuster, réguler, à ordonner, à sécuriser, et à penser pour offrir une part d'autonomie aux élèves, donc l'espace d'évolution. La culture diversifiée aussi, l'attrait et le rejet, il faudra essayer de permettre aux élèves de vivre des activités contradictoires. Par exemple en terminale, vivre une activité duel avec une activité de coopération. Et puis aussi les activités, mettre les élèves, penser des projets et très vigilant aussi sur les caractéristiques de l'activité de projet des élèves. L'EPS est un espace de projet singulier et il faudra jouer sur les degrés de liberté dans les projets et le degré de liberté qu'on va donner aux élèves dans leur travail d'équipe. Maintenant, nous abordons la troisième partie où les questions des principes de mise en œuvre. Il y a des priorités, des choix à réaliser, des choix de stratégie. Marc Durand nous guide en nous donnant 4 principes qui sont à essayer d'exploiter dans nos conditions d'enseignement. D'une part l'ordre, ensuite l'adhésion, l'apprentissage et l'éducation. Alors ce premier principe de mise en œuvre, instaurer de l'ordre dans la classe, passe par trois possibles. D'un côté, imposer la loi, c'est-à-dire changer le comportement pour changer finalement d'attitude, hein, obtenir un élève moins crispé sur ses positions. Deuxièmement, il y a construire la règle. Ça serait inversement amener l'élève à réfléchir qu'il change d'attitude par la compréhension pour finalement parvenir à changer son comportement et adopter de meilleures actions et de meilleurs contrôles. Ça fait référence à Michel Develay. Et enfin, une troisième étape, créer de l'ordre en enseignant et en s'appuyant sur la relation sur le groupe, amener les élèves à mieux se connaître, à mieux coopérer. Alors, si dans certains contextes d'enseignement, le principe de mise en œuvre est celui de l'ordre qui est prioritaire, il y aura d'autres contextes où bon, l'ordre est acceptable, il se tourne, mais par contre, les élèves ont de la difficulté à adhérer. Donc il y a un deuxième principe de mise en œuvre qui est celui de l'adhésion.
c'est-à-dire faire agir les élèves et qui plus est à les faire réussir. Alors il y a 4 idées à retenir intéressantes. Il y a une première idée, c'est le défi. C'est pas mal de placer les élèves sur des dispositifs où il y a du défi. Il faut aussi que ça ait une dimension concrète, mesurable, avec des critères, une lecture en direct du résultat. C'est intéressant pour faire adhérer. Faire adhérer aussi, c'est orienter l'action des élèves, orienter le jeu dans des matchs, orienter. Et quatrième principe, c'est exploiter un critère de progrès, indépendant du rapport de force. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un critère de progrès qui soit là, qui jalonne les actions des élèves et qui soit comme un fil conducteur. Ici, le prof donne des outils pour observer et analyser et intégrer les critères du prof. Il donne un partage de pouvoir à travers des rôles différents. Il donne un peu de saveur au jeu, aux rencontres, en plaçant des bonus. Et il organise les groupes pour qu'il y ait ces défis dont on parlait tout à l'heure, il dynamise. Dans un deuxième temps, il y aura un temps de réflexion, on l'espère. Il va les amener à faire chercher, travailler sur des critères de réalisation pour peut-être aller vers le principe suivant que l'on espère voir se développer, le principe d'apprentissage. Ainsi, parmi les choix et stratégies de mise en œuvre, l'enseignant aura la possibilité aussi de choisir d'aller sur un principe d'apprentissage. Un principe d'apprentissage, derrière ce mot, il y a l'idée d'agir, de réussir, comme on l'a dit précédemment, et en plus de comprendre. Et s'il a compris, sera-t-il capable, en plus, de nous expliquer comment il s'y est pris et comment peut-être il pourrait refaire? Dans ce troisième principe de mise en œuvre, il y aura un premier temps qui vise à ce que l'élève parvienne à déterminer lui-même son cadre optimal ou d'efficience. Hein, et ça passera par l'évaluation formatrice, où il sera question de verbalisation, d'écriture et aussi de questionnement. L'élève devra s'approprier les critères, les expérimenter, les critères d'enseignant, et il devra devenir un peu plus promoteur de ses actions à venir. Dans un deuxième temps, il s'agira d'une responsabilisation. C'est entraîner l'élève dans le cadre d'une pédagogie de la maîtrise. Linda Halal insiste sur le fait que chaque apprenant apprend à son propre rythme. Il s'agit de responsabiliser, c'est-à-dire s'agit de le concerner. Évaluation formatrice, responsabilisation, troisième outil, l'autodétermination. Associer l'élève au sentiment de compétence, mais surtout l'autodétermination dans le choix et dans la conduite de l'activité, mais en plus dans une sensation de contrôle des événements et des résultats. Alors malgré le caractère obligatoire de l'activité pratiquée à l'école, il est tout de même question ici du degré de liberté accordé à l'élève. Olivier de Lierre nous dit simplement une prise en compte plus forte des projets des élèves est ici fondamentale. Ainsi, pour résumer ce troisième principe, pour y parvenir, 2 temps. Premier temps, offrir à l'élève le moyen d'évaluer et de déterminer son cadre optimal d'efficience en référence à Patrick Fargy en 97. C'est-à-dire le meilleur rapport façon de faire performance. Deuxième temps, c'est permettre à l'élève de déterminer son axe de travail prioritaire. Pour y parvenir, 4 principes: rendre accessible, lisible l'ensemble des critères, offrir un cadre de progressivité simple, permettre un travail de groupe, c'est-à-dire permettre de se tester ensemble, et enfin l'autodétermination et le sentiment de contrôle des événements et des résultats. Alors le dernier principe de mise en œuvre, c'est le principe d'éducation. Il faut retenir 2 axes forts. D'une part, l'idée de collaboration, d'une part, on travaille ensemble, et puis deuxièmement, il y a l'idée qu'on est capable de s'émanciper des autres. Hein, on est capable d'agir par soi-même grâce à l'aide apportée par le groupe. Hein, ça passe par des connaissances. Alors l'élève doit connaître les principes et les critères des différentes actions qu'il doit mettre en œuvre. Ça doit être ceci en relation avec les connaissances qu'il a de lui-même et puis aussi la connaissance qu'il a des autres. Hein, on travaille en groupe souvent dans ce dispositif. Il y a aussi la connaissance des situations, de ce qui s'y joue, des logiques d'entraide qu'il y a dedans et des logiques d'entraînement qui sont au cœur des situations. Et bien tout cet ensemble va permettre d'aller vers ces principes d'éducation. Hannah Arendt dit, elle espère qu'au cœur d'éduquer, il y a l'idée de transmettre la capacité à transmettre aux autres. L'élève est capable de partager ce qu'il a acquis, ce qu'il a découvert, ce qu'il a observé.
Alors, pour résumer d'ailleurs ce petit tableau, eh bien, parmi ces 4 principes de mise en œuvre, il sera nécessaire de faire des choix en fonction du contexte d'enseignement dans lequel on se trouve. Si nous nous trouvons dans un contexte assez difficile, il est clair qu'il faudra mettre l'accent sur l'ordre. Si nous nous trouvons dans un contexte d'enseignement extrêmement prometteur au sens où les élèves sont impatients d'agir, on ira sur des principes liés à l'apprentissage, sur des principes d'éducation qui seront très forts. Ce qui ne veut pas dire que les élèves qui sont dans un contexte difficile ne puissent pas aller sur des principes d'éducation, bien au contraire. Mais l'entrée se fera plutôt par la dimension de mettre l'ordre en place avant d'envisager d'aller plus loin. Alors, ce qu'il faut retenir dans la complexité du métier par rapport au choix de cette entrée par l'ordre, l'adhésion, l'apprentissage ou l'éducation, eh bien, l'entrée se fera en fonction du contexte d'enseignement dans lequel on se trouvera. Si on est dans un environnement assez tendu, difficile, il est clair qu'on accentuera notre travail du côté de la mise en place de l'ordre avant toute chose pour commencer à engager l'apprentissage des élèves. Nous abordons ici un quatrième et dernier petit chapitre pour parler des valeurs de référence, des valeurs qui sont en arrière-plan de ces 4 principes de mise en œuvre. Quand on prend la fonction d'ordre, eh bien, il y a les valeurs ici qui sont des valeurs d'équité, de respect, de sérénité, de vivre ensemble. Du côté de la fonction d'adhésion, il y a l'idée de la valeur de dynamisme qui est importante. La deuxième valeur, c'est l'effort, accepter de se heurter à la difficulté, et la persévérance qui sont des valeurs importantes à faire acquérir aux élèves. Ensuite, la troisième fonction, qui est l'apprentissage, eh bien derrière, il y a la culture, culture, en l'occurrence la culture des activités physiques et sportives, et puis, d'une certaine manière, l'apprentissage de la raison, hein, être raisonnable, analyser, faire les bons choix. Donc la raison est là, la culture des APS est importante dans ces valeurs de l'école à travers l'éducation physique. Et enfin, la dernière fonction, l'éducation, il y a l'idée d'autonomie qu'on développe chez les élèves, et puis l'idée qu'on vit ensemble, donc l'idée de solidarité qui est essentielle pour accéder à un vivre en société. Alors, que retenir pour conclure? Le rôle de l'enseignant, c'est un métier complexe. Et on voit qu'il doit maîtriser une multitude de paramètres qu'il doit essayer de gérer, qu'il se trouve confronté sans arrêt à des incertitudes et à des indécisions qui se traduisent par des tensions, des dilemmes, qui en plus en EPS apportent une complexité particulière du fait de cette discipline originale. Et enfin qu'il y a au bout du compte des visées éducatives assez ambitieuses et des valeurs qui sont attendues à l'école pour lesquelles l'EPS a un rôle original à jouer. Pour conclure, je vous livre cette petite réflexion de Marc Durand que j'ai trouvée intéressante par rapport au métier. Que reste-t-il chez un adulte éduqué et cultivé du détail de ses apprentissages scolaires? Par quelle alchimie, telle interaction classe de 5e a-t-elle pu infléchir un parcours intellectuel ou physique, une curiosité, contribuer au développement d'un adolescent ou à l'assise de sa vie adulte? Il n'y a pas aujourd'hui de réponse à ces questions, nous dit Marc Durand, et il est clair aussi que je ne sais pas que proposer pour mesurer ces effets d'éducation.